Bonjour et bienvenue dans l'aparté de la rédac. Peut-on communiquer et se comprendre entre espèces différentes? Le MEG, le Musée d'ethnographie de Genève, pose cette question dans sa toute nouvelle exposition. Être ensemble, nous en parlons avec sa commissaire Federica Tamarozzi. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, avant d'évoquer cette exposition, pour ceux qui ne connaissent pas votre musée, comment vous pourriez le définir en quelques mots? Alors, le MEG, c'était le musée d'ethnographie de la ville de Genève. Il n'est pas le seul musée d'ethnographie en Suisse, mais nous sommes un musée d'ethnographie qui couvre les 5 continents. Donc, l'Europe fait partie de l'ensemble et je suis la conservatrice responsable du département Europe. Et nous avons aussi un département d'ethnomusicologie qui est transversal et qui a peut-être une collection extrêmement intéressante parce que nous ne conservons pas seulement des objets, nous conservons aussi des archives sonores, des enregistrements, des documents de terrain et donc nous couvrons les cultures du monde. Il y a 2000 mètres carrés de salles d'exposition? Oui, qui sont partagés en deux. 1000 mètres carrés sont actuellement alloués à notre expo de référence et 1000 mètres carrés sont consacrés aux expositions temporaires que chez nous durent assez longtemps et qui chaque fois sont aménagés différemment. Donc notre public qui est peut-être venu voir une exposition ne reconnaît pas l'espace à la suivante parce que tout change. C'est un peu le signe distinctif du MEG depuis sa réouverture en 2014. Nous accompagnons une réflexion sur des sujets ethnographiques d'une manière particulièrement immersive. Donc la scénographie est mise à contribution. Et puis nous travaillons avec des artistes contemporains, parfois des artistes issus des communautés autochtones dont les objets que nous conservons proviennent. Et donc chaque fois c'est un peu la découverte d'un espace complètement nouveau. Vous avez inauguré tout récemment, il y a quelques jours, une exposition donc temporaire, être ensemble, donc être au pluriel. Qu'est-ce que ça signifie? Alors, être au pluriel et surtout avec un S qui peut être là ou disparaître, parce qu'on l'a mis entre parenthèses, parce que on voulait interroger la notion de l'expérience de la vie que nous avons, dans laquelle pendant longtemps, ou en tout cas en Occident, on a cherché d'oublier, les humains se sont un peu considérés comme les êtres vivants les plus importants de la création, ça n'a pas toujours été le cas. Mais on voulait interroger, est-ce qu'une vie sans les autres est possible? Pour nous, non. Une vie sans les autres n'est tout simplement pas viable, mais souvent ces autres, on les associe aux autres êtres humains qui à la fois nous fascinent et nous encombrent, mais les autres peuvent être aussi d'autres êtres vivants sans lesquels on ne pourrait tout simplement pas exister sur la planète. Donc on voulait interroger ce lien qui nous semble important parce que c'est un lien qui est au cœur de toutes nos réflexions sur les mesures d'écologie qu'il faut prendre, sur le respect de la vie, sur le respect des autres formes de vie. Mais on voulait le traiter d'une manière qui est la nôtre, c'est-à-dire en l'interrogeant du point de vue de la culture et du point de vue des comportements dans la vie de tous les jours. Comment ça se traduit? Qu'est-ce qu'on voit très concrètement dans cette exposition? Justement, on a pensé commencer non par le quotidien, mais par le mythe. Une chose qu'on a découvert en allant analyser notre relation avec la nature, pas seulement en Europe, mais ailleurs dans le monde, c'est que toutes les mythologies, à peu près sous toutes les latitudes et à toutes les époques, nous parlent d'un temps qui a été heureux et que nous avons hélas perdu. Souvent on l'appelle paradis. Alors ce n'est pas le paradis qui nous attendra éventuellement dans certaines conceptions si on est très très gentil après notre mort, mais c'est le paradis d'avant, le paradis d'un temps dans lequel la vie était vraiment très légère.
Et c'est amusant parce que dans toutes ces conceptions, d'une part, on découvre que ce n'est pas seulement notre faute à nous, les dames, si on a perdu ce paradis. Cette faute est équitablement partagée avec les messieurs, mais aussi avec d'autres êtres vivants. Dans certaines cultures, c'est le lièvre, dans d'autres, c'est le perroquet, dans d'autres encore, ça peut être le serpent, le crocodile. Mais enfin, quand quelqu'un se trompe, tout le monde est mis dehors. Et ce dehors n'est pas tellement un dehors d'un lieu, c'est plutôt un temps qui est révolu et la perte d'une langue commune que, selon notre imaginaire, nous aurait permis de vivre sans encombre. Et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que déjà dans la conception de notre imaginaire, on accepte le fait que les uns sans les autres, nous ne pouvons simplement pas exister. Donc on explore le parcours de notre imaginaire en passant de ce moment extrêmement joyeux qui est représenté par une salle dans laquelle le bestiaire du Meg issu de toutes les collections est mobilisé, pas en intégralité parce qu'ils seraient beaucoup plus nombreux, mais dans un jardin magnifique tout bleu, comme dans un rêve, et ces figures d'animaux sont présentées vraiment pour l'animal qu'ils représentent et pas par la fonction de l'objet dans lequel elles s'incarnent, elles sont reproduites. Donc on a joué, mais au vrai sens du terme, avec nos collègues zoologistes et biologistes. Pour chacun de ces objets, on a retrouvé l'espèce ou la race d'appartenance. Et c'est une salle qui nous permet aussi d'interroger le savoir traditionnel sur la nature, qui ont parfois été considérés comme mineurs, mais qu'on découvre de plus en plus ou qu'on redécouvre aujourd'hui au fil de nos interrogations sur notre manière d'être au monde, notre manière de l'exploiter ou de le respecter. Après, on passe dans une salle qui est plus sombre, probablement la salle qui est la plus émouvante pour moi de l'exposition parce qu'elle raconte ce que chacun de nous connaît au quotidien. C'est-à-dire, une fois qu'on a perdu cette langue commune, qu'est-ce que c'est devenu la vie ? La vie, c'est devenu celle que nous la connaissons. Certains d'entre nous, hommes, bêtes ou plantes, sont devenus des prédateurs, d'autres sont devenus de proies. Parfois, on est les deux à la fois, prédateurs pour les uns et proies pour les autres. Toujours en restant dans l'imaginaire, on revient dans un espace plus serein, parce que d'ailleurs les muséographes qui sont le cabinet L+M ont voulu représenter comme une aube rose qui lève le voile de la nuit. Dans cet espace, on fait référence à 3 figures que de la mythologie nous conduisent vers l'histoire. Et ces figures sont Orphée, le roi Salomon et saint François d'Assise, qui à 3 moments, comme les 3 moments de rupture, incarnent 3 différentes manières de renouer le dialogue avec la nature. Une fois qu'on a fait ce cheminement qui est à la fois celui du regret et celui de l'imaginaire, on arrive dans le cœur de l'exposition qui est vraiment très ethnographique. C'est-à-dire que là, on a choisi pour nos publics qui viennent de l'arc alémanique et puis des Alpes, de ne pas les confronter à des cultures très lointaines, mais de les confronter à des hommes et des femmes qui vivent tous près de nous, qui sont tous nos contemporains et qui tous ont un camarade, un compagnon de route qui n'est pas humain, mais qui est végétal ou animal. Et on trouvait que c'était intéressant d'interroger la quotidienneté de ces relations, parce qu'on a souvent tendance, ici en Europe et en Occident, à considérer que nous nous sommes coupés du lien avec la nature et que d'autres cultures plus lointaines, elles l'ont gardé, ce lien. Or, c'est méconnaître notre histoire, parce que si ces cultures autres résonnent en nous, c'est parce que nous avions aussi, beaucoup plus diffus de qu'est-ce que ce n'est le cas aujourd'hui, une relation qui s'efforçait d'être vertueuse avec
nos compagnons de route sur Terre. Donc on a choisi, puisqu'on ne dépayse pas notre public par l'origine des exemples, par contre ils seront sans doute surpris de ces binômes qu'on présente ou de ces trinômes qu'on présente, parce qu'ils ont tous un partenaire qui est parfois très étonnant. Ne dévoilons pas tout de même sur cette exposition. Il y a visiblement plein de belles choses à découvrir jusqu'au 7 janvier 2024. Merci beaucoup en tout cas Federica Tamoradi d'avoir été avec nous. On vous retrouve donc pour cette exposition Être ensemble au MEG à Genève. Merci beaucoup. Parfait, merci. Vous pouvez d'ailleurs retrouver toutes les informations sur le site meg.ch. Merci de votre fidélité. Merci à toute l'équipe pour la réalisation de cette émission. Je vous souhaite une très belle soirée sur 8 Mont Blanc.